15 600 détenus deviennent soldats, sans transition visible, en quelques semaines. Un pays présenté hier comme épuisé convertit soudain la punition en service armé et transforme une fragilité sociale en ressource stratégique, sous les yeux d'un Sahel persuadé d'avoir déjà classé le Burkina Faso perdant. Qu'est-ce que cette volte-face change, concrètement, pour les villages, les casernes, les familles? Et pourquoi Ibrahim Traoré en devient-il le pivot discret d'un pari collectif qui inquiète encore à l'étranger? À l'horizon, une souveraineté nouvelle se dessine, fragile, mais déjà capable de déplacer les lignes. Ce récit ne cherche pas à célébrer une décision spectaculaire, ni à construire un mythe politique. Il propose autre chose. Donner au lecteur les clés pour comprendre comment une mesure administrative brève peut reconfigurer un État fragile et produire des effets en chaîne sur la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Le bénéfice est précis. En 10 à 15 minutes. Saisir pourquoi ce qui ressemble à une solution d'urgence devient un mécanisme structurant. Et pourquoi ces résultats apparents masquent un équilibre bien plus instable qu'il n'y paraît. À première vue, la transformation semble simple. Reconquête du territoire, regain de confiance, reprise des activités productives. Pourtant, derrière cette apparente évidence, se cache un risque majeur que beaucoup sous-estiment. Si un seul maillon de cette chaîne cède, l'ensemble peut se retourner contre ceux qu'il prétend protéger. L'enjeu dépasse donc le Burkina Faso lui-même. Une réussite créerait un précédent régional, tandis qu'un échec raviverait les récits de chaos qui hantent encore le Sahel. C'est cette tension entre promesses tangibles et fragilité structurelle que la suite va examiner pas à pas. En moins de 2 ans, 92% du territoire auparavant sous pression armée est annoncé comme reconquis, un pourcentage qui bouleverse les lectures établies du Sahel. Dans le même mouvement, 15 des 600 détenus passent du statut de charge pénitentiaire à celui de soldats actifs, sans phase intermédiaire visible. Ce double basculement n'est pas présenté comme un miracle, mais comme le produit d'une mécanique administrative précise, enclenchée au cœur de l'appareil d'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour mesurer la portée de ce renversement, il faut revenir à l'état initial. Le Burkina Faso évoluait dans un paysage d'épuisement prolongé. Territoire fragmenté, routes coupées, villages désertés, prisons saturées par des délits de survie. Les interventions extérieures promettaient la stabilisation, mais laissaient guetter derrière elles des dettes, des dépendances et une peur devenue routine. La sécurité était pensée comme une réponse importée, rarement comme une capacité endogène. C'est dans ce vide structurel qu'une idée simple s'impose: relier ce que l'État gérait séparément. La réforme pénitentiaire n'apparaît pas isolée, mais comme l'extension logique d'une stratégie déjà engagée, où défense, justice et économie cessent d'avancer en silo. La punition ne disparaît pas. Elle est redirigée vers le service, dans un cadre strictement encadré. Cette articulation modifie la nature même de l'autorité publique, désormais fondée sur l'utilité collective plutôt que sur l'exclusion. Le contexte régional renforce la portée de cette décision. Au Sahel, chaque pays observe l'autre à travers le prisme de ses échecs. Voir un État transformer ses marges en levier stratégique perturbe cet imaginaire. La question n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de restaurer une lisibilité institutionnelle capable de durer. Les chiffres ouvrent la porte. Le cadre explique pourquoi ils tiennent. Ainsi se referme la première boucle de curiosité. Le comment n'est pas un slogan, mais une chaîne de choix cohérents, assumés et mesurables, dont les effets commencent à dépasser le strict domaine sécuritaire. Les premiers effets de la réforme ne se lisent peut-être pas d'abord dans les communiqués, mais dans des scènes ordinaires où la perception précède les statistiques. À Koudougou, un agriculteur voit revenir une patrouille en uniforme là où la route était abandonnée depuis des mois. L'un des soldats, ancien détenu connu du quartier,
s'arrêtent et saluent sans emphase. Le geste est bref, presque banal, mais il rompt une habitude de peur installée. La présence cesse d'être menaçante. Elle devient reconnaissable. À Ouagadougou, une autre scène agit comme un révélateur. Une mère identifie son fils au sein d'une unité mixte, chargée de surveiller le marché où il s'était autrefois battu. Elle ne parle ni de miracle ni d'oubli. Elle évoque un devoir rendu, expression qui circule ensuite de bouche en bouche. Ce déplacement du regard, du stigmate vers l'utilité, signale une mutation sociale discrète mais profonde. Ces microcas servent de boussole. Ils montrent que la cohésion se fabrique avant tout dans l'interaction quotidienne et que la justice orientée vers le service produit des effets visibles sur la confiance collective. Les familles, d'abord prudentes, testent de nouvelles formes de soutien. Les communautés observent, évaluent, ajustent leurs attentes. La discipline acquise ne s'impose pas par le récit, mais par la répétition des actes. Dans les casernes, l'encadrement insiste sur un principe simple. L'erreur passée n'annule pas la contribution présente. Cette règle, répétée et vérifiée, structure les comportements et réduit les tensions internes. Elle explique pourquoi la réforme tient dans ses premiers mois, avant même d'être validée par des chiffres consolidés. Le signal essentiel est là. Quand la peur recule, la coopération avance. Tout commence par un basculement administratif d'une sobriété déconcertante. Un matin ordinaire, un décret de 12 lignes circule entre les bureaux du ministère de la Justice. Le texte est concis, sans justification idéologique ni emphase politique. Il affirme simplement que la patrie a davantage besoin de certains hommes sur le terrain qu'entre des murs. En le signant, Ibrahim Traoré ne présente pas une réforme globale, mais active un mécanisme précis, pensé comme une réponse immédiate à une urgence structurelle. Dans l'heure qui suit, les directions pénitentiaires reçoivent l'ordre de dresser des listes ciblées. Délits et mineurs, infractions de survie, violences sans préméditation lourde. 15 600 noms émergent, concentrés dans quelques centres urbains clés. Le déclenchement est silencieux. Les portes s'ouvrent sans cérémonie, sans discours, sans promesse de pardon. Il ne s'agit pas d'une amnistie, mais d'une réaffectation. Les hommes sortent sans effacer leur passé, mais avec une fonction nouvelle. L'État ne nie pas la faute, il redéfinit l'utilité. Cette nuance, répétée dans les consignes internes, conditionne la suite. Les premiers jours sont marqués par une tension palpable dans les villes concernées. La population observe, hésite, jauge. Les autorités locales reçoivent des consignes strictes, encadrer sans glorifier, intégrer sans improviser. L'apogée survient rapidement. 3 jours après la diffusion du décret, les premiers regroupements ont lieu dans les centres d'entraînement. À Pau, sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes forment les premières unités issues de la réforme. Ils ne portent plus de numéro pénitentiaire, mais un écusson distinctif, rappelant leur parcours. Le rythme est brutal. Formation martiale à l'aube, endurance physique en matinée, instruction civique et historique en soirée. Les cadres insistent sur une discipline uniforme, sans exception. Les observateurs étrangers, invités sans mise en scène, constatent une rapidité d'alignement inattendue. Ce qui était présenté comme instable se structure à une cadence rarement observée. Dans cet espace clos, un concept s'impose progressivement, celui du front intérieur. L'objectif n'est pas seulement de former des combattants, mais de produire une cohérence mentale. Les instructeurs parlent d'ordre avant de parler d'armes. Cette insistance transforme la perception interne de la réforme. Elle cesse d'apparaître comme un pari populiste pour devenir une mécanique rigoureuse, où chaque étape est vérifiée, répétée, corrigée. Le point culminant n'est pas un affrontement, mais une mise en ordre collective, visible dans les gestes, les rangs, les silences. Les ondes se propagent ensuite hors des centres. Dans les villages, les réactions précèdent les bilans officiels. Les familles, qui attendaient autrefois derrière les barreaux, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas,
des vêtements, parfois des outils. Les conversations changent de tonalité. Ceux qui inspiraient la crainte deviennent des figures de protection locale. Les autorités militaires notent un effet inattendu. Les anciens détenus connaissent les chemins secondaires, les zones grises, les logiques informelles du terrain. Ce savoir, longtemps considéré comme un problème, devient un avantage tactique. Parallèlement, les critiques s'organisent. Certaines ONG dénoncent une militarisation de la détresse sociale. Des chancelleries évoquent un risque de dérive à moyen terme. L'État burkinabé, lui, ne répond pas par des discours, mais par des ajustements opérationnels. Les unités sont redéployées progressivement, les zones sécurisées consolidées avant toute extension. La réforme entre alors dans une phase d'observation active. Chaque incident est disséqué, chaque succès vérifié. À ce stade, la séquence est claire. Un acte administratif déclenche une réorganisation rapide. Une montée en intensité structure les forces. Des ondes sociales redessinent les relations locales. Le pays n'est pas encore stabilisé, mais il a changé de rythme. La vulnérabilité d'hier s'est muée en levier conditionnel. La question initiale reste ouverte, mais elle a changé de nature. Non plus savoir si l'expérience est audacieuse, mais si elle peut tenir dans la durée. Pour dépasser les récits et tester la solidité de la réforme, 3 indicateurs chiffrés servent de repères. Ils ne prétendent pas décrire une réussite totale, mais mesurer un basculement mesurable entre un état initial et une trajectoire nouvelle. C'est ce passage du baseline au delta qui permet d'évaluer si la décision tient autrement que par l'adhésion symbolique. D'abord, un premier chiffre. 37% d'attaques armées enregistrées sur les zones concernées par le déploiement des unités mixtes. Avant la réforme, l'insécurité fragmentait le territoire et limitait drastiquement les déplacements civils. Après l'intégration des 15 600 nouveaux soldats, un effet mécanique apparaît. La connaissance fine des sentiers, des caches et des logiques locales réduit la liberté d'action des groupes armés. Cette baisse ne relève pas d'un miracle tactique, mais d'un changement d'asymétrie informationnelle. Sur l'axe Kayadori, par exemple, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre, traduisant une pression continue sur les réseaux adverses. La présence devient constante, non spectaculaire, et c'est précisément cette constance qui produit l'effet. Ensuite, un deuxième chiffre, plus 21% de production agricole dans le nord. Avant le redéploiement sécuritaire, de vastes zones fertiles restaient inaccessibles, minées ou abandonnées par crainte des attaques. Après les premières sécurisations, les unités protègent les champs, accompagnent les récoltes et assurent la circulation des intrants. 600 hectares sont remis en culture, ce qui modifie non seulement les rendements, mais le comportement des communautés rurales. Ce gain agricole matérialise un retour de confiance territoriale. Quand la peur recule, l'investissement revient. L'agriculture cesse d'être un pari risqué pour redevenir une activité planifiable, et cette prévisibilité réactive l'économie locale. Enfin, un troisième chiffre, un taux de récidive annoncé à 0% parmi les anciens détenus intégrés. Avant la réforme, la récidive était perçue comme structurelle, alimentée par la pauvreté et l'absence d'alternatives crédibles. Après l'intégration, aucun retour en détention n'est recensé dans les unités concernées. Les critiques parlent d'un artefact statistique ou d'un délai trop court. Pourtant, des indicateurs indirects confirment la tendance. 4 prisons ferment, faute d'occupation suffisante, et 8% du budget militaire est réaffecté vers des infrastructures civiles. Cette redistribution budgétaire n'aurait pas été possible sans une discipline opérationnelle jugée stable. L'absence de désertion renforce ce constat. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une cohérence. La sécurité progresse, l'économie redémarre, la charge pénitentiaire diminue. Aucun indicateur, pris isolément, ne suffirait à valider la réforme, mais leur convergence décrit un système qui fonctionne sans s'effondrer sous son propre poids. L'État découvre que la justice, lorsqu'elle est orientée vers la contribution mesurable, peut cesser d'être un coût pour devenir un stabilisateur. C'est ici que la boucle de curiosité ouverte plus tôt
se referme partiellement. La décision tient parce qu'elle produit des deltas observables, et non parce qu'elle s'appuie sur un récit mobilisateur. La question n'est plus seulement morale ou politique, elle devient structurelle. Combien de temps cette cohérence peut-elle être maintenue sans rupture? Les critiques les plus structurées du modèle burkinabé s'articulent autour de deux objections principales, formulées sans hostilité, mais avec prudence analytique. La première affirme qu'armer massivement d'anciens détenus revient à fragiliser l'état de droit. Selon cette lecture, une force issue des prisons porterait en elle un risque latent d'indiscipline, de règlement de compte ou de captation armée. La sécurité nationale serait alors confiée à des profils jugés instables, exposant le pays à des dérives difficiles à contenir à moyen terme. Plusieurs chancelleries soulignent également une inquiétude morale. La légitimité d'un soldat ne se décrète pas par décret, elle se construit par sélection, filtrage et durée. La seconde objection se situe à un niveau plus structurel. Elle décrit la réforme comme une militarisation de la détresse sociale. Transformer la pauvreté et l'exclusion en matière première sécuritaire créerait, selon ces analystes, un précédent dangereux. L'État pourrait être tenté de gérer ces fractures sociales par l'intégration armée plutôt que par des politiques civiles durables. Dans un contexte institutionnel encore fragile, ce glissement risquerait de produire une dépendance à la coercition, masquée par des résultats à court terme. Les ONG reprennent cet argument en soulignant qu'un échec ultérieur serait d'autant plus violent qu'il aurait reposé sur un espoir collectif élevé. Ces deux critiques ne sont pas écartées par principe. Elles identifient des risques réels, surtout si la discipline venait à se relâcher ou si le contrôle institutionnel se fragmentait. Toutefois, la réponse apportée par les faits observables nuance fortement les scénarios pessimistes. Aucun cas de désertion n'est recensé dans les unités concernées. Aucun affrontement interne n'est signalé. Les anciens détenus opèrent sous un encadrement identique à celui des soldats réguliers, sans statut d'exception. Les indicateurs clés déjà évoqués, baisse des attaques, reprise agricole, absence de récidive, ne prouvent pas une perfection morale, mais une cohérence fonctionnelle. Les commandants interrogés insistent sur un point central. Ces hommes ne cherchent pas à défier l'État, mais à s'y réinscrire. La motivation dominante n'est pas idéologique, mais existentielle. Avoir une place, une règle claire, une utilité mesurable. Cette logique explique pourquoi la discipline tient malgré la diversité des parcours. Le modèle ne neutralise pas le risque, il le canalise dans un cadre vérifiable. L'argument le plus solide conduit donc à une conclusion provisoire. Les craintes formulées sont légitimes, mais les données disponibles montrent à ce stade une dynamique inverse à celle redoutée. Le pari reste risqué, mais il n'est pas aveugle. Il repose sur un contrôle serré, une évaluation continue et une capacité d'ajustement encore intacte. Ce qui se joue désormais ne se limite plus à l'opposition entre soldats et groupes armés, mais à une confrontation plus diffuse entre souveraineté retrouvée et influence résiduelle. Dans plusieurs zones reprises, des signaux inhabituels apparaissent. Survol de drones non identifiés, brouillage intermittent de fréquences, trajectoires aériennes sans communication officielle. Rien n'est revendiqué, rien n'est confirmé. Pourtant, cette absence de réaction publique devient elle-même un message. Le terrain sécurisé modifie les équilibres invisibles qui entourent le Burkina Faso. Face à cette situation, la réponse d'Ibrahim Traoré surprend par sa retenue. Aucun discours accusatoire, aucune démonstration de force. Les unités déjà déployées sont simplement redéployées avec une consigne claire. Tenir, consolider, stabiliser. L'objectif n'est pas d'étendre rapidement le contrôle, mais de tester la solidité de ce qui a été reconquis. Cette posture inverse la logique habituelle du Sahel, où l'urgence impose souvent la fuite en avant. C'est ici que le récit bascule. La question n'est plus seulement de savoir si la réforme fonctionne à l'intérieur, mais comment elle reconfigure les rapports de regard à l'extérieur.
Le Burkina Faso cesse de réagir aux attentes étrangères et impose son propre tempo. Cette stabilité assumée devient une forme de langage stratégique, lisible par ceux qui observent. Le midpoint révèle ainsi l'enjeu réel. La réforme n'est pas seulement un outil de sécurité, mais un test de souveraineté active. Tenir le terrain devient une manière de tenir le récit. Au niveau institutionnel, les effets de la réforme deviennent rapidement lisibles dans l'architecture même de l'État. 3 mois après le déploiement des unités issues du programme, les cartes de sécurité évoluent sensiblement. Plus de 120 routes commerciales sont rouvertes et 48 villages retrouvent un marché hebdomadaire fonctionnel. Ces chiffres ne traduisent pas seulement une amélioration logistique, mais un retour de l'administration dans des zones où elle avait disparu. Les services publics recommencent à circuler, les préfets à se déplacer, les décisions à s'appliquer. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État cesse d'être une abstraction lointaine pour redevenir un acteur territorial identifiable. Sur le plan économique, la sécurisation progressive modifie les comportements. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés, réduisant les coûts et les délais. Les ateliers artisanaux rouvrent, les marchés se densifient. Dans certaines zones, la Chambre de commerce observe une progression de l'activité équivalente à plusieurs points de PIB intérieur sur un semestre. Ce regain ne relève pas d'un afflux de capitaux extérieurs, mais d'une remise en mouvement de circuits locaux longtemps bloqués. La sécurité agit ici comme un multiplicateur discret. Elle ne crée pas la richesse, mais rend possible sa circulation. Au niveau social, l'impact est plus lent, mais plus profond. Dans les quartiers d'Ouagadougou et de Kaya, les unités mixtes participent à des cérémonies civiles, notamment dans les écoles. Les anciens détenus incarnent désormais une autorité disciplinée, visible, parfois surprenante. Les familles passent de la méfiance à une reconnaissance prudente. Des gestes simples, repas partagés, salutations, échanges de services, recomposent la confiance. Une sociologue décrit ce phénomène comme une réparation par l'action. La cohésion ne se décrète pas, elle s'éprouve dans la répétition de comportements fiables. À l'échelle régionale enfin, les répercussions dépassent les frontières. Le Mali et le Niger envoient des délégations techniques pour observer le dispositif, sans déclaration officielle, mais avec méthode. Les anciennes puissances partenaires observent en silence, conscientes qu'un précédent est en train de se former. Le Burkina Faso n'exporte pas un modèle clé en main, mais une possibilité, celle de redéfinir la sécurité à partir de ressources internes. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient une référence régionale malgré lui, non par discours, mais par effet d'entraînement. Ces 4 cercles ne s'additionnent pas, ils s'alignent. Institutions, économie, société et région avancent ensemble, comme les engrenages d'un même mécanisme. C'est cette synchronisation qui donne à la réforme sa portée réelle. Elle ne garantit pas l'avenir, mais elle modifie durablement le présent. Dans un premier scénario, celui d'une stabilisation progressive, la dynamique actuelle se maintient sans accélération spectaculaire. Les zones sécurisées sont consolidées avant toute extension. Les unités issues de la réforme sont intégrées durablement dans les structures régulières. Et les indicateurs évoluent lentement, mais dans le même sens. Les anciens détenus deviennent des soldats spécialisés dans la surveillance territoriale, l'escorte logistique et la sécurisation rurale. L'agriculture poursuit sa reprise, les marchés restent ouverts et l'État regagne une capacité administrative continue. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso ne devient pas un modèle idéalisé, mais un précédent crédible, celui d'un État fragile ayant transformé une mesure d'urgence en pilier fonctionnel. Dans un second scénario, plus ambitieux, une montée en influence régionale s'opère. Si la discipline interne se renforce et si la cohésion civilo-militaire se confirme, le pays franchit un seuil symbolique. Les anciens détenus devenus soldats aguerris participent à la formation d'unités venues du Mali et du Niger. Le Burkina Faso passe alors du statut d'expérimentateur à celui d'architecte régional. Les partenariats sécuritaires se diversifient.
l'empreinte des anciens schémas extérieurs recule. Et une nouvelle grammaire de souveraineté sahélienne émerge, moins dépendante et plus endogène. Le troisième scénario est celui d'une rupture interne, une faille disciplinaire isolée, une mutinerie localisée ou une lassitude prolongée suffirait à briser la confiance fragile. Dans ce cas, les critiques actuelles trouveraient un terrain de validation brutale. Les gains sécuritaires s'éroderaient rapidement, les tensions sociales réapparaîtraient, et la réforme deviendrait le symbole d'un pari trop risqué. Le choc serait d'autant plus fort que l'espoir avait été élevé. Une recommandation s'impose alors, transversale aux trois scénarios. Ne pas confondre vitesse et solidité. Si la cohérence s'est maintenue, la trajectoire reste ouverte. Si elle cède, le retour en arrière serait rapide. Pour une partie de la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, la réforme cesse progressivement d'être perçue comme un dispositif lointain. Elle devient un miroir. Les images d'entraînement circulent, commentées non comme une glorification militaire, mais comme la preuve qu'une trajectoire brisée peut être réorientée. Des étudiants évoquent moins l'armée que l'idée de cadre, de règles claires, de secondes chances concrètes. Dans un environnement où les parcours professionnels sont souvent fragmentés, cette possibilité agit comme un signal psychologique fort. Recommencer n'est pas seulement un discours, c'est une pratique visible. Dans les familles, l'impact est plus discret, mais plus intime. Les merles qui attendaient autrefois devant les prisons attendent désormais aux abords des casernes. Elles reconnaissent les mêmes visages, mais dans une posture transformée. La honte ne disparaît pas immédiatement, elle se fissure. Les visites deviennent régulières, les échanges plus sereins. Offrir un repas, laver un uniforme, écouter un récit de formation sont autant de gestes qui reconstruisent un lien longtemps suspendu. La justice cesse d'être perçue uniquement comme une sanction. Elle devient un parcours exigeant, mais lisible. La diaspora africaine observe cette évolution avec une attention particulière. À distance, la réforme agit comme un contre-récit face aux images habituelles d'effondrement ou de dépendance. Voir un État redéfinir ses règles sans validation extérieure ouvre un espace de discussion nouveau. Les débats sont vifs, parfois critiques, parfois enthousiastes. Mais un point revient. Quelque chose bouge. Le Burkina Faso n'est plus seulement commenté pour ses crises, mais pour sa capacité à tenter autre chose. Ce qui touche finalement le spectateur, proche ou lointain, tient à une idée simple. Une société peut se réparer par l'action répétée. Un État peut redevenir lisible quand ses décisions produisent des effets observables. La réforme ne promet pas une rédemption collective. Elle montre qu'un cadre clair peut transformer la peur en responsabilité partagée. Pour éviter que l'élan initial ne se transforme en illusion, la réforme est progressivement encadrée par une feuille de route structurée, présentée comme une condition de durabilité plutôt qu'une promesse politique. Ibrahim Traoré insiste sur un point central. Ce qui fonctionne doit être rendu reproductible, mesurable et corrigeable. La stabilité ne repose pas sur l'enthousiasme, mais sur l'architecture. Le premier levier repose sur une double tutelle défense-justice dans les centres de formation. Chaque recrue suit un parcours identique, quel que soit son passé, avec des contrôles croisés entre instructeurs militaires et cadres judiciaires. Cette redondance limite les dérives individuelles et garantit que la discipline reste institutionnelle, non personnalisée. L'objectif est simple, unifier avant de déployer. Le deuxième levier vise l'extension civique du cadre disciplinaire. Des modules inspirés de la formation militaire sont intégrés dans certains programmes éducatifs et communautaires. Il ne s'agit pas de militariser l'école, mais de diffuser des repères fonctionnels, responsabilité, constance, service collectif. La justice cesse d'être un moment isolé. Elle s'inscrit dans un continuum social. Un troisième levier concerne la coopération régionale contrôlée. Avec le Mali et le Niger,
Des échanges de formations sont envisagés, sans transfert massif de troupes. L'enjeu est de partager des méthodes plutôt que d'exporter un modèle figé, afin de réduire les vulnérabilités communes sans créer de dépendance hiérarchique. Enfin, un quatrième levier impose des indicateurs publics et vérifiables. Récidive, stabilité des zones, participation communautaire, économie budgétaire. Chaque avancée doit pouvoir être observée. Une idée sans chiffres n'est qu'un slogan, répète Sank les cadres. En reliant ces axes, la réforme répond à la question suspendue depuis le début. Comment durer sans se trahir? La méthode ne garantit pas l'avenir, mais elle réduit l'improvisation. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, un motif déjà entrevu dans les scènes précédentes réapparaît avec une intensité nouvelle. Les unités mixtes avancent en rang serré, et parmi elles figurent ceux que les villages avaient appris à craindre. Les mêmes silhouettes, désormais droites et synchronisées, rappellent le salut discret échangé à Koudougou et le regard d'une mère surprise de reconnaître son fils en uniforme. Ce moment suspendu agit comme une preuve silencieuse. La réparation ne se proclame pas, elle se montre. Au centre du dispositif, Ibrahim Traoré n'occupe pas une position dominante. Il marche au même niveau que les hommes qu'il a réaffectés, sans mise en scène visible. Ce choix de posture renforce le message implicite de la réforme. L'autorité ne vient pas de la distance, mais de la cohérence entre décision et présence. Le geste, c'est bref, presque effacé, mais il marque les observateurs plus sûrement qu'un discours. Dans les tribunes, la foule perçoit un déplacement intérieur. La peur recule, la fatalité se fissure, et une forme de dignité collective, longtemps contenue, trouve un espace d'expression. Rien n'est idéalisé, les risques demeurent, mais quelque chose s'est recomposé. La relation entre l'État et ceux qui l'avaient relégué à ses marges. Une phrase circule alors, simple et sans emphase. La cohésion naît quand chacun tient sa ligne. Elle ne résume pas une victoire. Elle décrit un équilibre fragile, mais réel, qui redonne au pays une lisibilité perdue. Le Burkina Faso ne cherche pas à imposer une recette universelle, ni à revendiquer une victoire définitive. Ce qui se dessine ici relève plutôt d'une possibilité, celle d'une justice qui produit des effets visibles, d'une souveraineté assumée sans proclamation excessive, et d'un État qui tente de transformer ses fragilités en capacités opérationnelles. Dans un paysage international saturé de récits figés, cette expérience invite à suspendre les jugements rapides pour observer les mécanismes à l'œuvre.